Bonjour, vous allez bien? Merci d'être nombreux. Alors récemment, Pablo et moi, on a suivi une formation autour de l'UX design, donc il y a 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Comme vous voyez d'après le titre, hein, on va vous faire un petit retour d'expérience de ce qu'on en a pensé. Du coup, je commence. Historiquement, pour vous situer un petit peu, les principes de l'expérience utilisateur, donc de l'UX, étaient déjà utilisés dans différents domaines. On peut parler de design d'intérieur, de design industriel, de design automobile. Voilà, ils sont tous liés. Le point commun, c'est que c'est centré autour de l'utilisateur. La transition de notre société vers un monde beaucoup plus numérisé a fait que ces principes ont naturellement trouvé leur place dans les métiers du numérique. À ce moment-là, on va parler du UX design. Donc ça, c'est un peu pour situer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'UX s'articule, vient s'enraciner autour d'un élément qui est très important. D'ailleurs, c'est dans le nom, c'est autour de l'utilisateur. Voilà, l'UX se base sur l'utilisateur, et plus précisément sur l'être humain. Et c'est en partie ce qu'on va voir au cours de cette présentation. Donc, dans un premier temps, on va faire un petit focus sur les racines de l'UX, sur toute une partie, on va dire, un peu théorique, vraiment comprendre l'importance de savoir comment fonctionne l'être humain. Ensuite, on va faire une petite passe sur les méthodologies de test qui sont utilisées. Donc, pour vraiment comprendre, voilà, si j'ai à mettre un produit en place ou un service, comment je peux vérifier que c'est pertinent ou pas. Et à quel moment de mon projet, je peux mettre ces types de tests en place. Et enfin, on va vous faire un petit débrief, une petite conclusion de ce que Pablo et moi, on a pensé de cette formation-là, du coup, de 3 jours. Donc, on va commencer doucement, déjà par une petite définition de ce qu'est l'UX, même si je sais que voilà, vous savez un peu ce que c'est l'UX. Alors, l'UX, c'est créer des expériences qui parlent à nos utilisateurs. Donc, c'est de créer des expériences qui répondent à leurs besoins et à leurs préférences, mais d'une façon qui est presque intuitive, comme si je savais déjà à l'avance ce qu'ils voulaient. Donc, en gros, c'est ça l'UX. Maintenant, comme je l'ai dit un peu plus tôt, l'UX s'enracine autour de l'être humain. Et l'être humain, lui, s'articule autour de 2 grands axes. On a le premier axe qui est tout ce qui a trait aux états mentaux, donc en gros tout ce qui se passe dans la tête. Et ça, on va appeler ça la psychologie cognitive. Donc là, ça peut sembler un peu complexe comme terme, mais vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Donc, premier axe. Et second axe, c'est tout ce qui a trait au comportement. Donc, ça va s'appeler le behaviorisme. Donc, le nom veut tout dire. Donc, pour l'instant, on va se concentrer sur la partie de la psychologie cognitive. Déjà, qu'est-ce que c'est? Si je devais donner une définition, c'est l'étude de comment on pense, comment on réfléchit, comment on se souvient, comment on résout les problèmes. Okay. Maintenant, on pourrait se dire, OK, c'est cool, c'est une chouette définition, mais c'est quoi le lien avec l'UX? Comment je fais pour utiliser ces informations? Par exemple, si je dois travailler sur une maquette ou si je dois choisir entre une palette de couleurs et une autre. Pour répondre à cette question, je vais analyser 2 exemples. Donc, la première, elle est assez simple. Vous avez 2 maquettes, donc c'est un réseau social. Et là, sans trop rentrer dans les détails, d'un point de vue expérience utilisateur, si vous deviez en prendre un, ce serait lequel? Lequel vous fait le plus d'effet? À gauche. À gauche? Ok, pourquoi? C'est moins lourd. Ok, donc moins lourd, plus clair. Il y a d'autres choses? On est tellement habitué aussi que, par exemple, le bouton like à droite, j'ai tendance à me dire que c'est un peu rien parce que j'aurais tendance à double-cliquer à gauche, par exemple, pour liker une photo. Ouais. Ça, c'est sûrement ce que tu parlais de l'intuition cognitive. C'est ça. La barre de recherche, on ne sait pas trop à quoi elle sert. En gros, ouais. Pour celui 3. Ok, c'est pertinent. Alors, ouais, je suis totalement d'accord avec vous. Hein. La partie de gauche, elle est mieux que la partie de droite. Là, les points sur lesquels on accentue, c'est l'attention et la perception. Ok, comme vous voyez dans le titre. L'attention, c'est quoi? C'est je suis focalisé et concentré sur un élément. Et la perception, c'est je peux être concentré sur quelque chose, mais je peux aussi voir et comprendre ce qu'il y a autour. Typiquement, imaginons que je suis à côté de la gare, je me rends vers les locaux de Dixi. Alors, la perception, c'est quoi? C'est je vois tous les gens qui passent autour et toutes les voitures. Voilà. C'est un peu la définition. Quand je parle de la perception, les éléments qu'on voit autour, ça porte un nom, ça s'appelle des stimuli. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un être humain qui est bien entraîné,
il peut percevoir jusqu'à 9 stimuli. Et déjà, à 9 stimuli, le cerveau commence à être étourdi. Parce que voilà, si on est focalisé sur trop d'éléments, à un moment, on consomme trop de matière. Et du coup, c'est quoi le rapport avec cette maquette? Par exemple, dans la maquette de gauche, on a quelque chose de beaucoup plus, après ça se débat, beaucoup plus épuré. Il y a une belle hiérarchie, on sait où on est dans le fil d'actualité, d'ailleurs c'est souligné, feed. Et voilà, on a des éléments qui forment des groupes, donc j'ai ça, et j'ai ce groupe. Ce qui n'est pas le cas de la maquette de droite. Donc là, on a quelque chose où, déjà, je suis en train de consommer beaucoup de stimuli. Concrètement, ça formerait un groupe, parce que c'est beaucoup plus rapproché. Et on appelle ça la loi de la proximité. Et du coup, voilà, je suis en train de traiter trop d'informations, je ne sais pas où donner de l'attention, et là, je me perds un peu. C'est la chose à éviter. Donc, déjà, la conclusion pour ce premier exemple, c'est que si je prends en compte cette notion de psychologie cognitive, je peux fournir des maquettes beaucoup plus qualitatives. Deuxième exemple, on va parler de système 1, système 2. Déjà, est-ce que ça parle à quelqu'un, système 1, système 2? Ouais. Tu peux donner une petite définition vite fait comme ça? Le système 1, c'est un système qui est rapide et bête. C'est ça. Et le système 2, c'est celui qui est lent et... Voilà. En gros, pour aller un peu plus en profondeur, donc comme André l'a dit, système 1, c'est le système rapide et intuitif du cerveau. Donc celui qui va réagir face à l'urgence ou si j'ai une émotion forte. Et le système 2, c'est le système qui est un peu plus lent, qui est un peu plus complexe, qui va prendre le temps de la réflexion. Par exemple, dans notre métier de dev, on utilise plus le système 2 que le système 1. Donc imaginons, je donne une autre situation. Hein. Ça dépend des gens. C'est ça. Pour illustrer ça par un autre exemple, imaginons j'ai mon appartement qui est en feu. Ok, je suis pas dedans, je le vois de loin. J'ai mon animal de compagnie, mon chat qui est resté à l'intérieur. Quel est le système? Quel est le système? Alors c'est juste un exemple. Quel est le système que je vais utiliser à ce moment-là? Le système 1 ou le système 2? Système 1. Ok. Quelqu'un de sensé? Alors, il y a de sensé. Quelqu'un de sensé? Utiliser le 2 pour mieux réfléchir. Typiquement, tu peux utiliser le 2 en disant, ok, un chat, ça a 9 vies, finalement, du coup, est-ce que je vais pas... Non. C'est un peu rare, tu vois. Trouver une solution plus pertinente plutôt que de réagir dans l'excès. Mais plus le temps passe, et plus, tu vois, je sais pas ce qui peut se passer. Mais, ouais, ça dépend des cas. Sur ça, donc t'as pas un bouton switch sur lequel tu peux appuyer, c'est ton cerveau qui prend le dessus. Hein. C'est ça. Le système 1, c'est vraiment ce que tu sens en premier, après peut-être tu passes en système 2, mais après, c'est les émotions. Ouais. Et en gros, c'est quoi le rapport avec l'UX? C'est que, je reprends le cas de la maquette, hein. Il faut que l'utilisateur utilise le plus possible son système 1. Il ne faut pas qu'il ait à réfléchir trop sur le produit qu'il est en train d'utiliser parce que vous allez le perdre. Donc voilà. Alors, avant d'attaquer le feedback, on va regarder un peu ce qu'est le behaviorisme. Donc, déjà, le premier grand axe dont j'ai parlé, c'était la psychologie cognitive. Le deuxième, c'est l'étude des comportements. Donc, le behaviorisme. Alors, si je devais donner un exemple de ce que c'est, imaginons qu'on dit à un enfant de ranger sa chambre. Le pourcentage de chance pour qu'il recommence sans que j'ai à lui redemander est assez faible, de manière générale. Après, ça dépend encore une fois des contextes. Mais maintenant, imaginons que je lui demande de ranger sa chambre et qu'il a une récompense derrière. Donc, il y a plus de chances pour qu'il le répète de manière naturelle. Donc ça, en fait, c'est le behaviorisme. C'est l'action de ranger la chambre et récompensée par quelque chose. Ça peut être quelque chose de physique, ça peut être des félicitations, quelque chose de verbal. Et du coup, c'est ça l'étude des comportements. Ça serait pas un petit peu de la manipulation? On pourrait affilier ça, ouais, un peu à ça. Ça dépend de comment tu l'utilises aussi après. Mais... Du coup, j'ouvre une petite parenthèse sur les feedbacks. Donc les feedbacks, c'est quoi? C'est je fais une action et j'ai un retour par rapport à cette action qui me dit si je l'ai bien fait ou si je l'ai mal fait. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est ne pas donner de feedback à son utilisateur. Ça, c'est vraiment la pire des choses à ne pas faire. Parce que typiquement, si par exemple, l'utilisateur il est en train de faire remplir un formulaire d'inscription
il clique sur confirmer et qu'il n'a pas de message pour lui dire que ça a bien été pris en compte ou pas du tout, il va commencer à stresser, il va commencer à s'angoisser et peut-être même quitter la page, et c'est pas ce qu'on veut. Et on va parler aussi de boucle OEDA. Donc la boucle OEDA, c'est quoi? C'est observer, orienter, diriger et agir. Concrètement, à chaque fois que je fais une action, c'est une boucle. Par exemple, là, je prends mon téléphone, voilà, ça c'est une boucle OEDA. Et en fait, c'est une boucle qui se répète au fur et à mesure. Donc, d'un côté, la psychologie cognitive, de l'autre côté, le behaviorisme. On mélange ça. Et pourquoi? Tout simplement pour créer des principes et des lois qui sont simples et qui sont clairs pour tout le monde. Parce qu'on ne va pas dire à quelqu'un à chaque fois de voilà, il faut que tu fasses des analyses sur l'être humain, sur leur comportement, pour comprendre comment mettre en place tes maquettes. Voilà, c'est un peu trop complexe. On utilise ces deux grands axes pour créer des principes et des lois qui parlent à tout le monde. Et donc, c'est un peu ce qu'on a là. Alors, ce n'est pas toutes les lois qui existent, ce n'est pas toutes les lois et principes qui existent, on a beaucoup d'autres. Mais j'en ai pris quelques-uns. Par exemple, la loi du seuil d'O'Doherty, ça dit que si je fais une action, le feedback doit intervenir dans les 400 millisecondes qui suivent. Au-delà, l'utilisateur commence à stresser, ça, c'est pas ouf. Ensuite, on a la loi de X, et plus j'ai d'options, plus le temps de décision est long. Le contexte dans lequel ça s'applique, ça va dépendre, encore une fois. Typiquement, si j'ai un site d'e-commerce, j'ai pas d'autre choix que d'avoir le choix. Donc, on va pas utiliser la loi de X. Mais sinon, si j'ai pas de site e-commerce, si je reprends mon exemple des réseaux sociaux, à ce moment-là, je peux pas trop mettre de choix devant l'utilisateur parce que il va prendre trop de temps à décider ce qu'il veut faire et c'est pas forcément ce que je veux. On a la loi de Fit. Donc, c'est le temps dépend de la distance, de la taille, enfin, le temps dépend de la distance et de la taille de la cible. En gros, j'ai mon téléphone, je suis droitier. Imaginons que je suis en train de faire un formulaire d'inscription, encore une fois. Le bouton, est-ce que je vais le mettre en bas ici, proche du pouce? Est-ce que je vais le mettre en haut à gauche ici? Et du coup, être obligé de prendre mon téléphone dans les deux mains ou faire un truc du genre. C'est pas agréable. Donc, en gros, c'est ça. Et enfin, on a la loi de Tesla qui dit que voilà, il existe un certain niveau de complexité qu'on ne peut pas supprimer, qu'on ne peut pas réduire. Et tous ces lois, en fait, sont utilisés parce que vous allez travailler sur des maquettes, faire des prototypes, travailler sur un produit en tant que UX designer. Donc maintenant qu'on a vu un peu tout ça, on va se focaliser un peu sur les méthodologies de test qui sont utilisées justement pour voir si notre produit est pertinent ou pas et voir à quelle phase de notre projet on peut mettre ça en place. Voilà, et des méthodologies où ça va être un peu plus spécifique à notre projet, alors que du coup, les lois qu'on a vues, c'était un peu les lois qu'on applique partout, qu'on peut appliquer à tous les projets. Mais forcément, selon le contexte, on va avoir besoin de spécifier ça un peu plus. Donc déjà, on peut diviser les méthodos en deux catégories principales. Méthodes empiriques qui vont être là pour récupérer des données à partir d'utilisateurs. Donc, que ce soit les utilisateurs finaux, que ce soit d'autres devs, que ce soit les product owners, tout ça, ça va être de récupérer des données, des ressentis des utilisateurs. Alors que les méthodes analytiques, ça va être analyser la solution avec des méthodos précises, plus détaillées, sans pouvoir trop sortir des cordes, même si... Donc, dans les méthodes empiriques, donc la récupération de données auprès des personnes, on a aussi deux sous-catégories. Les actions comportements, enfin, donc les méthodes qui vont principalement se focaliser sur les actions et les comportements. Ça va être observer un utilisateur. Donc, est-ce que l'utilisateur il va cliquer sur tel bouton, sur quel bouton il va cliquer en premier? Ça va être vraiment son comportement. Contrairement à l'attitude émotion, ça va être ce qu'il va ressentir, ce qu'il va nous dire. Si à un moment il dit j'en ai marre, ça va être plutôt sur les attitudes et les émotions. Et comment tu récupères ces... Du coup, il y a plein de méthodos. J'expliquais. T'inquiète, ça arrive. Ça arrive. Donc, pour récupérer les actions et les comportements des utilisateurs, on a encore une autre sous-catégorie qui est l'utilisation simulée. Donc ça, c'est deux exemples de méthodologies qui permettent ça. C'est le tri des cartes. On va en groupe
dire aux personnes qui participent de créer des cartes. Et ensuite, on va grouper ces cartes par type de catégorie. Alors, ça peut être, on peut créer les cartes et les grouper ensuite par catégorie, ou alors avoir des catégories prédéfinies et que les participants créent des cartes qui correspondent à ces catégories. Par exemple, en catégorie, on peut avoir le design, le marketing ou les trucs qui ressortent. Ou alors, par contre, on peut aussi faire un tri des cartes pour le design en particulier et du coup avoir une catégorie, le header, le contenu de la page, le footer, les mentions légales. Enfin, c'est adaptable à pas mal de cas. C'est assez rapide et peu coûteux. Et en face, on a les tests utilisateurs. Donc ça regroupe beaucoup de choses. On peut le faire de nombreuses manières. On peut le faire en présentiel, souvent assez coûteux, parce qu'il faut faire déplacer la personne et lui prendre un peu plus de son temps, du coup. Ou alors, on peut le faire beaucoup en remote maintenant, avec tous les outils de partage d'écran. Il y a aussi beaucoup de sous-catégories. Le guérilla test, par exemple, ça va être d'aller dans un café, d'aller dans un restaurant et de demander aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent d'une application ou qu'est-ce qu'ils en pensent de telle chose. Ça va pas forcément être très adapté à tous les contextes. Mais si on fait une application pour un aéroport, par exemple, on peut aller à l'aéroport demander aux gens est-ce que est-ce que ça vous arrangerait, est-ce que ça vous aiderait dans votre navigation dans l'aéroport. Voilà. Donc il y a pas mal de façons de récupérer ces tests utilisateurs. Ça va pas être très pertinent parce que typiquement, il y a beaucoup de biais qui se créent. Vous êtes dans un aéroport, un lieu public, voilà. Il y a du bruit autour, il y a des gens qui passent. Donc ça peut altérer le test en lui-même, mais c'est pas. Oui, en plus, les gens peuvent être pressés. Et ça, à quelle phase de la construction tu le fais? Tu le fais avant de faire ton maquette? Ça dépend. Ça va être donc pas pendant la phase d'idéalisation. Ça va être plutôt après les wireframes, par exemple, dès qu'on a des wireframes, un truc qui est utilisable, on peut faire des tests utilisateurs. Et après, ça peut être aussi les prototypes, donc les maquettes déjà jolies, enfin déjà avec les couleurs. Tout ça. Pour un rappel, les wireframes, c'est vraiment des blocs, un bloc noir où on va avoir le texte en noir sur blanc. Il n'y a pas de design en général. Ça peut quand même être fonctionnel, ça peut quand même être si je clique sur ce bouton, je vais sur cet écran, si je clique sur ce... C'est pas plus pertinent d'attendre une maquette ou genre un Figma où tu peux vraiment jouer tout le scénario? Alors ça dépend. Ça dépend. Après, tu peux faire des wireframes sur Figma aussi. Ouais. C'est juste que tu vas te dire que ça va être plutôt fonctionnel, plutôt du coup expérience utilisateur et j'ai telle info sur ma page. Mais par contre, je ne m'occupe pas de comment elle va être affichée, si elle va être de telle couleur ou de telle couleur. Ça va être, je vais avoir mon titre ici, un graphique ici et la description là. Mais pas quel est le contenu de la description, quel est le titre. Ça, c'est assez brut. Le but, c'est plutôt l'agencement dans la page et est-ce que aussi le flow est cohérent entre tel ou tel écran. Est-ce que sur cet écran, je peux accéder à ce que je veux. Du coup, tu n'as pas de retour complet de ce que tu veux faire. Tu as plus un retour UX du coup. Expérience utilisateur, et tu n'as pas de retour UI sur est-ce que les gens aiment la couleur, est-ce qu'ils trouvent ça attirant, est-ce que... Et ça, tu le fais après coup. Tu le fais après coup. En fait, ça dépend souvent du temps et de l'argent que tu alloues. Pour moi, l'idéal, c'est de le faire après le wireframe et après le prototype. Comme ça, tu as tous les retours. Après, le risque aussi de le faire après le prototype, c'est d'avoir énormément de retours. Des retours sur la disposition, des retours sur j'aurais pas mis ce bouton-là, et aussi ce bouton-là, je n'aime pas trop la couleur. Ça regroupe beaucoup de retours d'un coup et potentiellement, tu as beaucoup de choses à changer après un test utilisateur si tu le fais au prototype, quoi. Ouais. On a aussi des utilisations réelles. Donc, j'ai pas simulé, j'entends par là le fait qu'on est guidé. Quand on fait un test utilisateur, on va lui dire tu vas sur cette page et essaye d'ajouter un produit au panier et d'aller jusqu'à la commande du produit. Alors que utilisation réelle, on ne va pas interférer avec l'utilisation de ce que fait l'utilisateur. Donc on a l'observation. Alors bien sûr,
on demande à la personne d'en l'observer, mais ça peut être juste, il partage son écran, et il fait sa tâche habituelle sans qu'on lui dise fais tel truc, fais tel truc. On a l'A/B testing que peut-être certains d'entre vous ont mis en place déjà. Ça va être le fait de proposer deux versions, de déployer deux versions différentes. Donc là, par exemple, on peut voir il y a un agencement différent du contenu sur la page. Et après, à l'aide aussi du coup des analytics, de savoir quel marche mieux. Est-ce qu'on a un meilleur taux de conversion? Est-ce que les gens vont plus finaliser la commande sur la version A que la version B? Oui, bah alors on va conserver cette version. Et potentiellement, après, si on veut repousser, ben, on peut refaire deux versions de A pour améliorer jusqu'à l'infini. L'idée, du coup, c'est en gros, si je vais sur le site, par exemple, d'Amazon et qu'ils ont mis en place du A/B testing, ça va être aléatoire. Est-ce que j'ai la version A? Est-ce que j'ai la version B? En gros. Donc voilà, pour les situations réelles. Et après, on a des utilisations un peu plus mixtes. Mais là, ça commence à coûter pas mal cher. Ça va être biométrique, donc du eye tracking. Il y a même des choses qui reconnaissent l'expression faciale, enfin des outils qui reconnaissent l'expression faciale, tout ça. Donc, c'est un peu un mix entre les deux. Une petite question. Ouais. Tout ce qui est heatmap, tu mettrais plutôt dans quoi, du coup, utilisation réelle? Plutôt utilisation réelle, ouais. Là, on va être sur du Analytics. analytics, ouais. Une heatmap, il y a beaucoup de produits, ouais, comme ça. Autre question. Ouais. Pour tes analytics. C'est bien beau de faire des métriques, mais il faut aussi que tu saches quoi collecter. Tous ces indicateurs, tu fais comment pour les récolter? Enfin, dans le sens, pour les mettre en place et définir. Et définir, qu'est-ce que tu choisis de récolter? Ouais. Bah après, là, ça va plutôt être quelle feuille de route tu veux pour ton produit. Est-ce que tu veux avoir beaucoup de taux de conversion, beaucoup de gens qui vont aller acheter ton produit? Et ben, tu vas mettre en place des métriques là-dessus. Et potentiellement, s'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent juste au moyen de paiement, enfin au moment de payer, et ben, tu vas par exemple mettre une heatmap sur le site de paiement pour voir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que ça, ouais, ça va dépendre. Après, c'est pour ça que les méthodos, là, je fais une liste le plus exhaustive possible, même si c'est pas du tout exhaustif parce qu'il en existe des milliers et elles sont modifiables à souhait. Et d'ailleurs, c'est le but de les modifier, faut pas les prendre et les appliquer comme ça, comme un peu agilité, quoi. Et voilà. Globalement, ça. Et attitude, émotion, on va partir plutôt sur des rapports d'auto-évaluation. Donc, les gens vont nous dire ce qu'ils ont pensé. Les sondages, hein, qu'on a tous vu, soit après un achat, après un service client, ou des choses comme ça, ou même de temps en temps des marques qui envoient des sondages comme ça. Il y a la méthode des 6 chapeaux. Donc ça, on avait fait un atelier là-dessus, c'était assez intéressant. En gros, le but, ça va être de faire un atelier de réflexion, mais donc l'idée, c'est de le faire à 6. Et chacun a son rôle dans l'histoire. On a un qui va rappeler les faits et les données. Donc au début, il rappelle qu'est-ce qu'on veut obtenir, qu'est-ce qu'on a comme données. Et il est là aussi pour remettre les choses au clair quand la discussion part un peu en vrille, par exemple. Ensuite, les émotions, intuitions, bah là, il y a quelqu'un qui propose quelque chose et l'autre, il va dire, bah non, j'aime pas ça, c'est trop rouge pour moi, ça me rappelle des mauvais souvenirs, des choses comme ça. C'est vraiment le ressenti. Donc là, plus système 1 là-dessus. Optimiste, c'est quelqu'un qui va être tout le temps positif. Pessimiste, bah, du coup, qui va critiquer tout le temps, qui va essayer de voir tous les points faibles de l'idée. Vert, il va proposer des choses. Et bleu, il va être là, bah ouais, mais comment je vais faire? Moi, j'ai un sprint de 3 semaines, comment ça tient sur mon sprint de 3 semaines? Alors, voilà. En gros, c'est une discussion qui est assez libre. Il n'y a pas d'ordre précis. On ne va pas forcément commencer par le blanc, aller vers le rouge, ensuite le jaune. Non, chacun prend la parole et exprime sa personnalité, son chapeau, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et le focus group, bah là, ça va être de faire un groupe et de réfléchir à une idée, pas une idée commune, mais un axe commun, sans avoir chacun son rôle.
mais quand même en ayant un modérateur qui va être là pour être sûr qu'il n'y en a pas quelqu'un qui parle plus que les autres ou éviter les biais de quelqu'un qui dit quelque chose et l'autre qui dit ah bah ouais, ok, je suis d'accord, alors que enfin, de toute façon, on n'évitera jamais totalement les biais, mais le but, c'est de les éviter au plus. Donc, focus group aussi, très facile à mettre en place, mais c'est important d'avoir quelqu'un qui modère bien pour éviter voilà, quelqu'un qui parle trop, quelqu'un qui parle pas du tout, de faire participer tout le monde. C'est ça. Généralement, il y aura un modérateur, un ou deux observateurs, et le reste, c'est les clients ou les utilisateurs qui utilisent le produit. Ta méthode des 6 chapeaux, là, c'est pas frustrant pour les personnes qui participent à ça? Parce que j'en sais rien, si toi, tu as des ressentis en termes d'émotion, mais tu n'as pas le rôle rouge, du coup, tu peux pas du tout exprimer ton ressenti sur ce truc-là. Alors tu te dis, bah, c'est con. Bah, après coup, ouais, après, ouais, si c'est pas ton rôle et que tu as quelque chose que tu aimerais dire quand même, ouais, après coup, tu peux le dire. Mais le but, c'est quand même de cadrer un peu et pour pas que. C'est une méthode pour que tout le monde ne parle pas dans tous les sens et joue son rôle. Mais oui, effectivement, c'est clair que quand on a fait l'atelier, moi en tout cas, je me suis dit, ah ouais, j'aurais dit ça aussi. Je ne sais même plus quel rôle j'avais, mais moi, c'était rapporter les faits, je crois, d'ailleurs. Mais ouais. Ça limite vite, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour les méthodes empiriques et les méthodes d'analyse. Alors, on en a un peu moins. Et c'est aussi moins utilisé parce que c'est souvent plus cher. Globalement, ça va être de faire appel à des professionnels. Donc, des revues d'experts. Là, clairement, ça va être j'ai une application en 2025, là, c'est une catastrophe, il faut qu'elle soit accessible. Et ben, je vais faire appel à un expert pour qu'il l'évalue et qu'il me fasse des retours dessus. L'évaluation heuristique, ça va être donc une heuristique, c'est une condition qui va être validée ou non, condition assez simple. Par exemple, dans l'accessibilité, est-ce que quand je navigue au clavier, mes boutons on voit quel bouton est sélectionné au moment actuel. Et le but après, ça va être de faire une sélection de, par exemple, 50 heuristiques et de faire une note de son produit pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment cette heuristique évalue dans le temps, ou alors comment cette heuristique, comment on est noté par rapport à d'autres concurrents. Tu n'as pas un service en ligne qui fait ça? Une méthode d'inspection? Ça dépend. Après, là l'idée, c'est aussi de faire, je parle d'accessibilité, mais tu peux faire sur tous les trucs. Tu peux faire aussi, par exemple, tu as fait des interviews de tes utilisateurs pour savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Mais tu fais des heuristiques précises en fonction de ça pour voir comment se positionnent les concurrents là-dessus et qu'est-ce que toi, après, tu peux améliorer pour... Et, par exemple, ta revue d'expertise, ça peut être... Tu peux proposer ça? Ouais. Oui. Après, tu peux voir en théorie, c'est un peu vu comme des heuristiques aussi, par exemple Lighthouse pour voir qui analyse les sites et tout. Mais il y a tout, quoi. Il y a des outils automatiques qui vont faire des trucs un peu génériques. Il y a des boîtes d'audit qui vont te faire des trucs beaucoup plus spécifiques, peut-être plus en lien avec ton métier. Il y a plein d'outils. Hein. C'est vraiment... ouais, tu choisis en fonction de ce qui est disponible et de l'argent que tu as et du temps. Du coup. L'analyse de tâches, alors là, ça va être plutôt on suit une méthodologie pour analyser la tâche. Par exemple, un opérateur qui saisit une fiche client, on va analyser méthodologiquement plus que pas vraiment son ressenti. Si, ça va être c'est un peu, de toute façon, toutes les méthodos se croisent un peu, mais l'idée, c'est d'observer son comportement et de le modéliser d'une manière assez stricte. Ça, c'est une méthode GOMS. On n'était pas rentré dedans dans la formation, mais c'est de vraiment modéliser les actions de l'utilisateur pour voir qu'est-ce qu'on peut optimiser après dans ces tâches et quelle tâche est longue, par exemple. Donc là, c'était la catégorisation avant en termes de empirique et analytique.
Mais il y a d'autres critères forcément qui vont nous faire choisir l'une ou l'autre de méthodologie. On a la chronologie dans le projet. Donc là, j'ai découpé, je me suis inspiré d'un article très bien sur Internet, d'ailleurs, sur méthodologie UX, qui est assez sympa. Donc 3 étapes, la planification, là où on va avoir plein d'idées, un peu quand c'est là qu'on va créer la startup, quoi. On va avoir une idée et on va développer cette idée. On retrouve l'observation, donc là, ce que je disais, juste observer ce que font des utilisateurs, des opérateurs. Les interviews, leur demander qu'est-ce qu'ils aimeraient bien avoir, qu'est-ce qui les dérange dans leur métier actuellement, qu'est-ce qui est long. Sondage, la même chose, mais plutôt sans contact direct. Ensuite, la période de design, c'est là qu'on va commencer à vraiment faire les maquettes, les wireframes ou les prototypes. Donc, comme je disais, on peut faire les tests utilisateurs dès cette étape-là pour identifier les problèmes au plus vite. Le tri des cartes, le tri des cartes, on peut le faire aussi à la planification et aussi à la livraison, ça, mais je l'ai mis là surtout en mode pour faire un tri des cartes pour le design, pour créer des idées de côté design. Le test d'arborescence, c'est un sous-test utilisateur. On va dire à l'utilisateur, je vais sur, par exemple, un site de commerce en ligne. Je veux que tu me trouves cette chaussure-là et on va regarder comment il atteint ce lien sur le site pour voir si c'est accessible sur le site. Et enfin, la livraison, une fois que notre produit est fini. Là, on peut beaucoup plus facilement faire toutes les méthodes analytiques aussi. Le test AB. Forcément, il faut qu'il y ait quelque chose de déployé pour pouvoir en faire des tests AB. Et des évaluations heuristiques, des tests utilisateurs pour voir que forcément, même si c'est livré, il y a quand même des choses qui sont améliorables en général. Donc, on peut continuer dans cette optique d'amélioration continue. Ensuite, on peut splitter aussi en deux, en besoin quantitatif, qualitatif. Donc, je vais passer assez vite fait là-dessus, mais qualitatif, c'est pourquoi mon utilisateur, il n'arrive pas au bout de l'achat, alors que quantitatif, ça va être combien de personnes arrivent au bout de l'achat. Globalement, ça va être souvent assez mixte, ce qu'on obtient comme résultat. On ne va pas se spécifier assez rarement sur un truc en général. Après, c'est vrai que si on met des analytics, ça va être quantitatif de base. Donc, c'est assez limité en termes de qualitatif. Mais voilà, en gros, c'est un peu les mots-clés du coup, pourquoi ou alors combien, qui vont guider si on part vers une méthode plutôt quantitative ou qualitative. Et enfin, le plus important souvent, c'est le temps et l'argent. Et les tests utilisateurs, si on les fait en vrai, avec du eye tracking et tout, là, ça va demander beaucoup de moyens, ça va demander beaucoup de temps aussi aux utilisateurs. Donc souvent, c'est assez mis de côté. Ou alors, il y a aussi des sites maintenant qui permettent de recruter des utilisateurs en ligne. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Upload qu'ils utilisent chez IDnow. C'est le produit est mis sur cette application et il y a des utilisateurs, eux, qui s'inscrivent et qui sont rémunérés pour tester la solution. Et après, du coup, on peut pas communiquer directement avec eux, mais on a le replay de leur écran et le replay de leur caméra aussi, pour voir ce qu'ils ont fait. On a encore besoin de ça, du eye tracking. Il n'y a pas du eye tracking là. Avec toutes les règles que tu as. C'est Non, tu sais ce qui va attirer l'œil, tu sais ce qui marche. On sait ce qui marche. C'est des règles qui existent depuis des décennies. Ouais, on sait ce qui marche forcément, mais plus ou moins, ce sera toujours pas, c'est toujours des suppositions. Après, les heatmaps de clics et de souris, ça aussi, ça dit pas mal de choses, mais avec du eye tracking, tu sais immédiatement par quoi ton œil va être attiré. C'est pas parce que l'utilisateur te dit c'est le bouton là qui me semble le plus C'est au moment de la voyant. conception que tu penses à ça. Genre, si le bouton, je le mets rouge, c'est que c'est celui-là qui va être ciblé. Si tu as fait une conception à l'arrache et que tu as livré ton truc, tu peux faire un truc après. Mais si tu le fais à l'arrache et que tu dois valider ça par du eye tracking, c'est qu'il y a un souci.
Je pense pas, c'est pas vraiment pour valider, c'est pour dans une optique d'amélioration. En fait. Ouais. Sur la slide d'avant ou avant, tu mettais que c'était. Non, ouais, celle-là. La chronologie projet. Et du coup, est-ce qu'on parle plus de projet ou de produit dans le X? Ouais, tout va dépendre de ton truc. En vrai, c'est pareil, c'est bien beau de faire du UX et tout, mais des fois, c'est utilisé au contraire pour faire des dark patterns et faire le. Il y avait un moment à Edina, il y avait une condition d'utilisation qui était obligatoire, enfin, du coup, une checkbox qui était obligatoire, et la deuxième, elle était pas obligatoire. Enfin, non, ça, c'est ce qui est maintenant. La première obligatoire et la deuxième pas obligatoire. Et avant, ils avaient inversé les deux. Comme ça, tu cochais la pas obligatoire, le bouton était toujours grisé, et tu cochais la deuxième pour que le bouton se dégrisait. Alors, bah, voilà, c'est après, tu vois, le marketing, des fois, ils vont pousser à mettre des trucs qui vont un peu contre. Donc là, c'est plutôt pas trop produit, plutôt pas trop pas trop orienté utilisateur. Et autre question, sur le truc de gestion de projet, ces méthodologies-là, enfin, où tu viens faire de la planification, design, etc. Est-ce que tu itères ou est-ce que c'est la méthode cascade? Ouais, est-ce qu'on itère? Bah là, ça va être encore une fois un truc de temps. Je pense que si tu as peu de temps à allouer à ton projet, l'idée, c'est quand même de faire des tests utilisateurs, ça serait pas mal. Je pense qu'une fois que tu as fait ton prototype, c'est pas plus mal. Mais Pas réitérer à chaque bah, pourquoi pas, si. En soi, si c'est dans la conception de ton projet, comme je disais, si tu as fait tes wireframes, tes maquettes fonctionnelles, et tu fais une première itération de tes utilisateurs qui va te donner des résultats. Ensuite, tu peux même modifier tes wireframes et refaire une passe. C'est vraiment si tu as du temps et de l'argent et que tu as envie que centrer utilisateur vraiment. Voilà. Et après, tu peux refaire, si tu veux, un test utilisateur sur le prototype final. L'idéal, c'est de le faire au maximum. Voilà. Donc, le temps et l'argent, c'est. Alors ça, c'est une grille du coup, c'est Measuring You. C'est le seul site où je me suis basé sur pas mal de trucs. J'ai fait un mix entre ce qu'on a vu dans la formation et d'autres méthodes que j'ai vu sur Internet. En 3 jours, c'est un peu compliqué de tout voir. Voilà, c'est une grille qui recense un peu tout ce qu'on a dit, les choix, quelles questions on se pose, et si on se pose ces questions, quelle méthode utiliser. Et là, on a des petits graphes. Ça va être plutôt dans l'idéologie, dans le design, lorsque c'est livré, tout. Qualitatif, quantitatif, empirique. Voilà. C'est assez intéressant quand même. Et puis après, le temps et l'argent. Voilà pour cette petit Rex. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'UX c'est quand même réfléchi derrière. Comme va montrer Nat, il y a beaucoup de théories et on peut aussi en tirer des lois applicables à tous les projets. N'oubliez pas qu'il faut du feedback à votre utilisateur, sinon il va être perdu. Et le choix de la méthode se fait en fonction de beaucoup de facteurs. Donc, qu'est-ce qu'on a comme données, qu'est-ce qu'on recherche comme données, où on se situe dans le projet, et quelle quantité de temps et quelle quantité d'argent on est prêt à mettre dans le projet. Qu'a-t-on pensé de la formation? Vas-y, je te laisse. Là. C'est combien? 3 jours? 3 jours. 3 jours. 3 jours. On va dire, sur ces 3 jours, il y a eu quoi? Peut-être 70% de théorie. Ah ouais. Il y a eu très peu de pratique. On a fait quoi en termes de pratique? On a fait des wireframes. Je crois qu'il y a quelque chose qui se situe avant un wireframe, c'est que tu dessines sur une feuille de papier. C'était pertinent, mais enfin, on aurait voulu pousser un peu plus parce que voilà, c'est quelque chose qu'on va dire maîtriser déjà entre guillemets. Vous avez vu toutes les lois ou... On en a vu pas mal. Ouais. Et en vrai, pour moi, c'est
la première fois où je suis une formation qui est vraiment axée théorie et où je m'ennuie pas, quoi. Enfin, je me dis pas, mais attends, c'est trop d'informations pour mon cerveau. Là, pour le coup, c'était vraiment pertinent de savoir tout ça. J'ai beaucoup aimé. Bon, après, la certification, elle n'était pas ouf. Parce qu'en fait, on a suivi une formation UX, mais la certification, elle était un peu plus générale. T'es carrément Ouais, c'est ça, on allait dans le marketing, on allait dans la comptabilité, on allait dans plein de choses en fait, qui n'étaient pas vraiment en rapport avec la formation. Alors, qu'est-ce que la carte mère dans un PC? Voilà. C'est la certification Digit là, et c'est vraiment très générique au monde du numérique, quoi. Mais voilà. Ouais, bah, un peu le même ressenti, pas mal de théories. Je m'attendais pas spécifiquement à ça, mais c'était quand même intéressant de voir le pourquoi du comment. Et il y avait quand même des petits ateliers. Donc, on a fait un focus group, on a fait un atelier des 6 chapeaux, on a fait du wireframe, voire avant le wireframe. Et j'oublie peut-être un. Mais non, c'était cool quand même de pratiquer parce que ça faisait un peu théâtre parce que du coup, on simulait tous nos rôles et on simulait des clients potentiels, par exemple. Donc, c'était sympa, les gens étaient cool et un peu court. Hors 6. Très, très peu. Non, même pas en fait. Non. On a vu un tout petit peu de loi du coup concernant lui, le fait que des éléments rapprochés sont considérés comme similaires par l'utilisateur, de la même forme et tout ça. Mais c'était vraiment orienté UX. Pas mal de théories sur l'UX, pas mal de méthodes UX et un petit peu d'UI à la fin. Mais pas de pratique. Vous n'avez pas une liste d'outils Il y a... que tu utilises au quotidien pour faire ce Figma est terminé ou Ouais, on n'a pas eu spécifiquement d'outils C'était très peu orienté outils, justement, plus méthodo. Il y avait... Typiquement, je veux faire, j'ai une maquette. Je veux faire ma maquette sur Figma et derrière, je vais avoir un outil qui modifie mon truc en me disant, bon, ça c'est bien, ça c'est mieux. Il y a moyen d'automatiser ça. Alors... En vrai, tu peux le faire Oui, non, mais ça d'accord. Mais justement, moi, c'est derrière cette tooling qui me dit si ça c'est bien et quels sont les axes d'amélioration. Je sais pas, ouais, à part On peut le développer, bon, on va faire ça. Voilà. tes outils. Je comprends pas que Figma, il n'est pas un plugin. Genre, tu fais ta preview et le mec te dit, ah, mais attends, ton bouton là, on ne voit pas, on passe à gauche. Il y en a des trucs comme ça, mais c'est beaucoup trop long. Là, tu as trop d'options. Enfin, je sais pas, il y a des règles, elles sont établies depuis des décennies et il n'y a pas un outil qui te globalise ça et dit, bon, bah, ça c'est bien, c'est tamponné, ça c'est de la merde. C'est vrai qu'il n'y a pas tant de règles que ça, c'est compliqué. C'est aussi beaucoup. Ou alors, faudrait. Qui nous permettent de faire. Ouais, je suis hyper déçu. Le problème, c'est que tu n'as pas d'outils. C'est pour ça qu'il y a plein de méthodos et qu'elles sont là aussi pour ça. Du coup, il faut créer un outil qui te permette de valider tes. Les méthodos, elles sont aussi là pour ça parce qu'il y a des trucs que tu ne peux pas faire. Enfin, tu ne peux pas envoyer ton ordinateur pour faire des tests utilisateurs et il se débrouille tout seul, tu vois. Ou alors tu mets ton chat GPT faire des tests en Zoom, en visio. Ça viendra. Par exemple, pour l'accessibilité, moi j'ai fait une formation RGA. Et même pour l'instant, c'est en train de dire, mais il y a quoi comme outil pour tester que notre site il est RGA? Et il a dit rien. C'est quand même incroyable parce que tu peux pas vérifier que le narrateur audio, par exemple, il fonctionne bien, à moins de le tester toi-même. Tu peux pas vérifier que les contrastes. Non, vraiment, il me disait, il y a rien de. Il y a des petits trucs qui sont là, mais rien n'est certifié. Genre, tu peux pas dire parce que j'ai cet outil-là, mon truc est accessible. Tu es obligé de faire un audit. Et il y a quelqu'un, ce que tu disais, les idées d'expertise, ouais. Tu es obligé d'avoir ça pour dire mon site, il est tant de % accessible. Après, ça se développe quand même, l'accessibilité, notamment parce qu'il y a des obligations maintenant. Oui, il y a des trucs officiels. Tu peux pas dire en tant qu'entreprise. Bah oui, mais ça tient quand même dans. Ouais, Lighthouse. C'est même checké, ça se passe, en fait, tu as un doc avec des règles et c'est pas dit par c'est pas confortable de travailler avec ce que tu dois faire. Alors, petit à petit, ça vient quand même. Tu as des. T'as Lighthouse qui permettent pas mal de trucs. Tu as aussi les linters maintenant.
Mais même dans les images de tag dans ton linter, il peut te le souligner parce que t'as pas mis de alt. Ou si tu mets image dans ton alt, il te dit bah non, faut pas mettre image. Le lecteur il va déjà dire que c'est image. Pour la navigation au clavier. Et il y a des sites justement, on avait fait des listes d'heuristiques pour entre YouTube et Dailymotion. Et moi, j'avais choisi l'accessibilité au clavier. Et wow, sur YouTube, c'était pas mal, mais Dailymotion, c'était un peu une catastrophe. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi horrible. Ah, mais il survit toujours. Est-ce que vous avez parce que lui, c'est une chose, mais parce que là, on parle du principe d'un j'ai l'impression que c'est le plus de l'appli, c'est de faire plaisir à l'utilisateur. Il n'y a pas forcément que ça dans les applis. Notamment le SEO, qui rentre vachement en collection avec Plex. Ouais. Et vous avez abordé le fait de gérer ça, parce que c'est une galère. Enfin, la boîte France, c'est tout ça. C'est d'abord le SEO. Bah oui, ouais. Ouais, c'est une vraie problématique. Non, l'information. Quasiment pas, non. Je sais pas si on a parlé. Alors que pour le coup, vous parliez de marketing et tout ça, là, c'est directement lié, quoi. Ouais, mais c'est pas. Enfin, on parlait pas vraiment de marketing en fait. On a vu, il nous a montré un ou deux dark patterns à un moment, mais. Si en plus. Ouais, si, en plus. On a simulé un test utilisateur de je sais plus qui, 65 ans, qui voilà. Je sais pas si on a du monde du coup. Numéro 32. Et ben, merci, on est toujours tout Salomé, seul. si tu veux négocier. Merci l'enregistrement. Salomé,